invitation, qui ont préparé cette invitation. On avait de bonnes raisons de faire appel à Alfred Peter. Donc du côté de l'école doctorale, comme vous savez, l'école doctorale, elle réunit des étudiants, des doctorants, des professeurs qui ont une culture de l'observation, de la recherche, et en même temps d'autres, parfois les mêmes, qui ont une culture du projet, de l'action. Et je pense que Alfred Peter, à sa manière, réunit, fait dialoguer ces deux dimensions. Et du côté de Postcard World, hein, du projet Synergy à Postcard World, qui a pour but de simuler scientifiquement un monde sans voiture. Alors c'est un projet qui a un assez haut niveau d'abstraction dans son principe, mais en même temps, notre objectif, c'est de tenir compte, de nous enrichir de toutes les expériences qui se produisent dans une perspective large de déplacement du système, de mutation du système de mobilité. Et Alfred Peter nous paraît aussi un bon cocktail d'un très grand pragmatisme et en même temps d'une très forte détermination. Donc voilà pourquoi nous avions beaucoup de bonnes raisons, du côté de Postcard World comme du côté du programme doctoral Architecture et sciences de la ville, de l'inviter. Voilà, c'est à lui. Merci Jacques pour cette très élogieuse introduction. Et pour peut-être me présenter un tout petit peu, parce que paysagiste dans l'acceptation commune, c'est l'homme des jardins. Particulièrement en Suisse, je crois que c'est quelque chose qui est encore très vivace. Moi, j'ai jamais fait un jardin de ma vie, donc c'est d'enlever cette ambiguïté-là. Nous avons, pour vous présenter un peu plus, nous travaillons sur, maintenant presque 25 ans, sur des questions qui sont à cheval sur le monde des ingénieurs et sur le monde de l'urbanisme, sur le monde de l'architecture, sur le monde du territoire. Et ce mariage finalement, ces croisements de ces cultures-là qui est pour nous la source de création, la source d'inspiration, beaucoup plus, je crois beaucoup plus à cette façon de travailler que les effets stylistiques pour aller faire avancer notre métier. On travaille un peu à toutes les échelles et je recommence un peu par la base, puisque vous passez par les Postcard World. La marche à pied, qui est quand même pour moi le mode de déplacement universel, redevient un vrai thème aujourd'hui. C'est assez curieux que énormément de villes se sont très lourdement investies dans des grosses infrastructures de transport, particulièrement des infrastructures de transport public, mais comme en France, je pense que dans toute l'Europe aujourd'hui, l'argent public se fait un peu plus rare, on redécouvre finalement un certain nombre de vérités, comme le fait que, ma foi, marcher à pied, c'est peut-être aussi un moyen de déplacement que les villes ont grandement ignoré et que mon ami Seki me disait toujours, qui est mort hélas, que un urbaniste doit d'abord marcher, quoi. Donc, et c'est en marchant qu'on sent véritablement la ville. Sur Bordeaux, on a un projet, j'en parlerai tout à l'heure, où on reprend justement cette idée que dans la culture de la planification, aujourd'hui, quand vous avez une rue à traiter, vous mettez d'abord les voitures, ensuite les transports publics, ensuite les mots doux, et piétons, finalement, c'est ce qui reste. Je n'en ai pas grand-chose, parce que les rues étant pas extensibles. Et donc, l'idée de Bordeaux est de dire on va retourner la chaussette et on va commencer par, quand on dessine un espace public, de mettre d'abord le piéton, après les modes doux, après les transports publics, et la voiture, c'est ce qui reste. Donc, c'est un retournement complet de culture qui se heurte de plein front, naturellement, à la technostructure, à laquelle on a enseigné depuis 50 ans que c'est le processus inverse qu'il faut faire, et donc on est dans cette logique d'inversion des priorités qu'on retrouve ensuite sur
d'autres projets de mots doux. Par exemple, sur la ville de Nantes, on a fait un projet dans le dernier mandat. Nantes a été une des villes précurseurs en matière d'installation du tramway. C'est de là qu'est reparti le grand mouvement du comeback du tramway français. Mais ils avaient juste fait le plus difficile, mais ils ont oublié le plus facile. C'est-à-dire que les mots doux, par exemple, ils avaient oublié de les intégrer dans le système. Donc on a eu un contrat pour faire le Cardo d'Ecumanus du vélo, une grande traversée nord-sud, est-ouest de la ville de Nantes, qu'on a réarrimé au tramway, parce que c'est quand même souvent par là où aussi on passe les transports publics. Mais c'est intéressant de voir comment ces histoires sont arrivées à posteriori. Il y a, si je remonte d'un cran, donc la question des modes de sites propres sur lesquels, finalement pour moi, toute cette histoire est partie, parce que je suis tombé un peu par hasard dans la marmite des tramways, à un moment où l'architecte ne s'intéressait absolument pas à cette question-là. Au contraire, il était même assez contre, en disant le tramway, c'est une vieille histoire, c'est de la nostalgie, ça grince dans les virages, il y a les câbles, il y a tout ça. Bref, moi-même, peut-être qu'à cette époque-là, j'étais plutôt, je dois le dire assez sincèrement, plutôt pas trop convaincu, mais que c'est tombé juste au moment où la question de l'espace public est redevenue un thème. C'est à un moment où on allait tous à Barcelone, comme des pèlerins, pour aller voir ce que faisaient nos confrères, et que j'ai vite compris que finalement, là, j'avais un outil à ma disposition qui permettait de faire à grande échelle ce qu'on faisait de manière très ponctuelle en travaillant sur une place, sur un square ou sur une rue. Avec une ligne de tramway, on embrasse 10-12 km d'un seul coup, dans lequel, comme un collier de perles, on enfile des espaces centraux, des espaces périphériques, des faubourgs, des cités en rénovation, et que ça fait système, c'est plus simplement du ponctuel. Et puis, on travaille aussi à très grande échelle sur des sujets territoriaux. Donc, je suis très attaché à cette idée qu'il ne faut jamais rester coincé dans une échelle. Donc, de temps en temps, quand ça nous démange, on fait un viaduc. Parce que, comme ce viaduc du Rarône, entre Belfort et Montbéliard, pas tellement, encore que c'est en soi assez valorisant de faire des ouvrages d'art, parce que c'est de l'architecture sans le second œuvre, donc on a le plaisir sans les emmerdes. Donc en soi, c'est déjà une raison pour en faire. Et puis, c'est vrai que ce sont des ouvrages qui ont une telle échelle que la question de la géographie est réinterrogée par ces espaces-là. On voulait pousser beaucoup plus loin notre implication sur par exemple, le réseau grande vitesse en France, qui est en train de se développer de façon très spectaculaire. Avec l'expérience qu'on avait des sites propres, on s'est dit, ce qu'on a réussi à faire en triturant les rails en ville, on va bien réussir à le faire sur les TGV. J'avais un peu sous-estimé quand même la capacité de résistance de ce genre de système sur lesquels on est quand même dans une telle pureté que notre travail devient extrêmement difficile, hormis quand on a des situations exceptionnelles. Souvent on me disait, on est dans une courbe, mais quand je regarde le plan, c'est tout droit. Devant, vous voyez, les courbes sont tellement tendues. Vous ne pouvez pas en changer d'un mètre, parce que sinon, ça a des répercussions sur des kilomètres. Mais c'est intéressant, et c'est un peu la spécificité de mon travail, c'est d'être vraiment dans toutes les échelles en même temps, et dans tous les domaines en même temps. Dans le domaine de la substance urbaine, dans le domaine des infrastructures, et peut-être le dernier arrivé, qui sera peut-être pas aujourd'hui le vrai sujet, c'est toute la question environnementale qui devient de plus en plus prégnante dans les processus de planification. Si je fais un petit tour du monde rapide sur l'état de la question. Alors, bon, on a une vision européenne qui est une vision assez idyllique parce qu'on s'invente toujours des preuves. Je me souviens que Roland Réby, mon ami ingénieur de transport avec qui on a fait plein de choses ensemble, il m'a fait venir un jour pour faire une nouvelle ligne de transport public à Lausanne. Mais j'ai dit, Roland, pourquoi tu le fais? Il y a déjà un métro, il y a déjà on va en rajouter une de plus. On est quand même dans le monde européen, dans la perfection de la perfection. Certes, tout est perfectible, mais quand même, on est dans une situation
d'équilibre qui est très très poussé par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je reviens d'un voyage en Inde, ça c'est une rue lambda à Hyderabad, ça aurait pu être ailleurs. On voit que la question de la congestion est loin d'être réglée. Au contraire, elle s'aggrave. Plus le niveau de vie augmente dans ces pays-là, plus on a de véhicules qui se mettent sur la rue. Mais comme la rue sert aussi à faire du business, comme la rue sert aussi à des tas d'autres usages, on se retrouve dans un phénomène de congestion qui est extrêmement grave. Mon fils, qui est architecte, qui travaille à Hyderabad, m'a prévenu que si je prenais un hôtel à l'autre bout de son bureau, je mettrais une demi-journée pour aller le voir. Donc ça m'avait paru assez impossible, mais j'ai compris sur place que c'était la vraie congestion. Puis ce qui est intéressant aussi en Inde, c'est d'imaginer comment K1, malgré tout, ça fonctionne. 1,2 milliard personnes, pas un panneau de signalisation. Pour un ingénieur transport, c'est la négation de tout ce qu'on apprend. J'ai visité aussi des endroits plus fluides, disons. C'est un autre aspect de l'état de la situation. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'un échangeur de la tour Burj Khalifa. On voit que cette question de l'infrastructure comme étant le ciment ou la dorsale ou la colonne vertébrale de l'urbain, ce qui a été le cas quand même dans les villes européennes aussi pendant les 30 dernières années. Les urbanistes, ils ont quand même essentiellement rempli derrière les infras. Et bien là, on l'a exprimé dans toute sa splendeur. Il y a un métro quand même dans tout ça, un petit jeu pour trouver dans ce plan nouille, quelle est la nouille métro, mais il y en a une, et c'est pas le plus... On parlait ce midi des questions du métro aérien ou souterrain, en prenant le problème de la projet parisien. Je trouve quand même que involontairement, ils ont fait un métro grand spectacle à Dubaï qui magnifie finalement cette configuration linéaire d'une ville qui est entièrement construite autour d'une autoroute de 20 voies. Alors évidemment, quand vous voulez de ce bâtiment à droite sur le bâtiment qui est juste de l'autre côté, il faut prendre un taxi. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller d'une rive à l'autre de l'autoroute. Dans les pays émergents, la question est en train d'émerger d'une façon assez violente. Ça, c'est une image que j'ai prise d'un de nos groupes avec qui on travaille souvent, Vinci, qui a la fierté d'avoir gagné un PPP à Dakar pour faire toutes les erreurs qu'on a fait d'une manière peut-être moins violente. Et je suis traumatisé de voir que c'est les Français qui reproduisent dans ces pays-là ces actes de violence à la ville que je trouve absolument insupportables, mais qui sont quand même une règle aussi qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve dans énormément de pays, au Brésil, parce que des moyens qui commencent à permettre de faire des choses, mais qui du coup se font avec... on aurait envie de leur apprendre toutes les erreurs qu'on a faites nous, mais j'ai l'impression que l'histoire se répète inlassablement, qui sont obligés de traverser cette période pour après arriver à quelque chose qui est plus équilibré. En France, dans la même époque, on a fait... J'aime beaucoup photographier les villes en avion, parce qu'on comprend souvent beaucoup mieux les choses. Ça, c'est l'autoroute de l'Est à l'entrée de Paris, Marne-la-Vallée, ville nouvelle. Vous voyez, on est dans ce que j'appelle le régime dissocié. C'est-à-dire que les tuyaux majeurs, les tuyaux secondaires, avec son produit dérivé qui est le rond-point, qui était à une époque un de mes passe-temps favoris, était de supprimer des ronds-points. Mais je me suis vite aperçu qu'en supprimant un, les ingénieurs en créaient 10. Donc, vous pouvez voir ça d'une manière très optimiste, comme du travail assuré jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est aussi une espèce de course perdue. J'ai lu récemment dans la Süddeutsche Zeitung un titre, l'urbaniste a capitulé face aux ingénieurs. C'était dans les années 60, 70. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de cette histoire, même si aujourd'hui, ce que j'appelais la grande citadelle, les ingénieurs ont perdu quand même une partie de leur superbe. Le ministère de l'équipement en France s'appelle maintenant le ministère du développement durable.
Bon, mais à l'intérieur de la citadelle, il y a encore quelques poches de résistance. Mais en tout cas, ce régime dissocié a quand même réduit souvent l'urbaniste à un remplisseur de cases, quoi, dans lesquelles les grandes règles étaient déjà données. Et comme dans tout phénomène excessif, il produit son phénomène correctif, on a aujourd'hui un mouvement qui ce sont encore des projets exceptionnels, mais qui commencent quand même à émerger un peu partout dans le monde, de déconstruction de ces infrastructures d'une violence inouïe. Un des plus connus est ce projet à Séoul, où, hélas, ils ont... Alors, c'est là où je trouve que de revenir à l'état d'origine n'est pas forcément très intelligent non plus, parce que dans cette violence-là, il y avait probablement quelque chose à tirer sur un état futur qui n'est pas l'état de retour en arrière complet. Donc, bon, c'est malheureusement, dans un système de pendule, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Et dans mon attitude professionnelle, j'ai toujours été très attentif de ne pas dire, on n'est pas dans un système de ping-pong dans lequel on joue des revanches successives. C'est pas comme ça. L'idée justement de faire un métier dans lequel on peut croiser avec d'autres savoir-faire permet justement d'éviter cet aller-retour. On a plusieurs exemples comme ça que j'ai mis sur les images. San Francisco, avec cette démolition de cette autoroute à 2 étages. Il y en a beaucoup dans le monde, au Japon en particulier. Et puis, il y a les détournements, ça c'est sans doute l'exemple le plus connu, qui fait image, parce que tout ce qui est à Manhattan fait image. On rend aujourd'hui d'ailleurs un concours pour faire un tramway sur la 42e rue, qui donc juste à l'extrémité de ce projet-là. 42e rue, qui est aujourd'hui une des voies les plus bruyantes de Manhattan, 6 voies de circulation, qui sera piétonne, de bout en bout, pour relier la rive est et la rive ouest. Et voilà, on est entré dans ce siècle-là. Des projets maintenant foisonnent. Moi j'aime beaucoup cette image de Foster sur Londres, qui superpose finalement cette idée de la superposition dans des situations absolument géniales. Et je pense que pour un moment donné, c'est ma position par rapport à l'écologie est de trouver des récits qui ne sont pas culpabilisants, qui ne font pas qu'on soit constamment dans la posture du pécheur qui doit se repentir, qui doit faire moins, qui doit être plus respectueux. Bien sûr que ça fait partie des choses qu'on peut dire, mais on ne fera jamais un rêve collectif avec une culpabilité. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des projets, des récits qui font que la question de l'écologie devienne un rêve collectif. Bon, quand on arrivera à construire ou financer ce type de projet, je pense qu'on aura franchi cette étape. Là-dessus, bon, c'était un autre exemple sur Vancouver, sur lequel on travaille aujourd'hui sur l'autoroute de contournement de Strasbourg, qui est un des gros tuyaux qui alimente cette ville, avec 6 voies de circulation qui passent à on va dire, quelques centaines de mètres de la cathédrale, donc quasiment au centre de Strasbourg. Autoroute qui est congestionnée pratiquement la moitié de la journée maintenant, et que cette congestion rentre dans un débat dans lequel on a compris que plus on fait de voirie et plus on fait de bouchons. Donc c'est pas facile à expliquer à des décideurs, parce que encore moins à la population. Dit, ben, c'est déjà bouché, donc vous enlevez des voies, vous êtes complètement fou. Mais cette idée qu'on peut travailler avec en faisant, et c'est le titre un peu de mon intervention, je ne cherche pas à faire que les gens restent à la maison. La mobilité est un droit acquis aujourd'hui, et je pense que personne ne peut le remettre en cause. Simplement, la façon de la faire doit faire rupture avec cette fuite en avant dans laquelle on est confronté en permanence, qui est de dire plus de mobilité, c'est plus d'autoroutes, plus d'aéroports, plus de trains, plus. Le travail sur lequel on est en train de faire ces projets part du principe que
les infrastructures doivent être beaucoup plus multimodales, beaucoup plus transversales aussi, dans le sens où l'énergie constructive et l'énergie de transport doivent fonctionner ensemble, et plus chacun dans son domaine, dans son monde. Et c'est ce qui nous a amené un peu à ce travail, qui ensuite, en rentrant, donc ça c'est une des grandes sorties de cette autoroute, vous voyez, je disais tout à l'heure que bon, maintenant ça m'amuse moins parce que j'en ai fait quand même pas mal. C'est une image que j'aime toujours projeter dans les écoles d'ingénieurs, c'est comment déconstruire un rond-point. Donc vous avez les différentes situations semaine après semaine pour revenir finalement de cette situation qui est une situation d'open road, c'est-à-dire qu'on peut rouler, c'est-à-dire que tout est ouvert quoi, à quelque chose qui progressivement redevient un verrou sur lequel on peut contrôler à la voiture près le niveau de circulation qu'on veut accepter à faire entrer en ville. Et puis, donc, j'ai déjà parlé de la marche à pied à Londres. Alors, pour revenir sur cette question du plan piéton de Bordeaux, c'est un peu bizarre d'imaginer un plan piéton, mais on a essayé de oui, bon, quand on est dans des centres-villes, la marche à pied, ça va de soi, mais les centres-villes, ça fait quoi? Ça fait un petit dixième ou un petit vingtième de l'aire urbaine, mais dès qu'on sort un peu de ces endroits bénis des dieux, du centre, on se retrouve dans ce genre de rue, sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc, on a essayé de voir comment, dans ces situations-là, on pouvait encourager la marche à pied. Donc on a commencé par repérer, c'est les points orange sur la carte, tous les lieux qui font sens, des lieux de destination possibles. Ça peut être une mairie, ça peut être une école, ça peut être une station de tram, ça peut être un café, un hôtel, que sais-je. On a essayé de retrouver des lieux d'intérêt, des lieux de destination possibles. Et ensuite on a triangulé à partir de ces points en prenant le soin de ne jamais dépasser 2 km, parce que c'est un peu la distance qu'on a pris comme distance de référence qu'on peut franchir. Mais peu de gens aujourd'hui font 2 km d'un coup, c'est très, très rare. Donc on a pris, de chaque point, on a triangulé pour dire qu'il faut qu'on trouve au moins 3 directions qui permettent de relier au point suivant. Ce qui nous a donné une sorte d'image cosmique de ce réseau qu'on transpose ensuite sur soit parfois simplement du jalonnement, soit parfois l'élargissement d'un trottoir, je me suis trompé, soit d'autres actions sur la priorisation au niveau des carrefours ou des choses comme ça. Et puis parallèlement à ça, on a mis en place ce que j'appelle le X bordelais, ça n'a rien à voir avec le porno, c'est juste une idée que toute bonne idée doit toujours passer par un effet miroir. Et cet effet miroir, c'est un réseau magistral qui permet mais encore une fois, en sortant de... D'ailleurs, c'est facile de le faire le long de la Garonne. Ça a été merveilleusement fait, d'ailleurs, avec Michel Courajou, etc. Mais c'est beaucoup moins facile quand on va vers le campus, ici vers Talence, quand on va vers Bruges, ici, qui est les grandes cités, ou en allant sur le Hormont, dans des cités totalement résidentielles. Et on a pris cette hypothèse de dire ce X, c'est un réseau magistral qui permet, par tronçon, avec des centres d'intérêt différents, parfois, par exemple à droite, on est sur une ligne de chemin de fer désaffecté, qu'on a repris ces aménagements ont tellement de succès aujourd'hui que le dimanche, le mélange entre les poussettes, les chiens, les joggers, c'est très populaire. Très populaire parce que c'est très long, c'est très linéaire et ça un peu détaché quand même du système de voirie. C'est une vraie demande et c'est un vrai encouragement à passer une des façons de se passer de la voiture. Il y a des médecins aussi qui commencent maintenant à prescrire. On a fait à Strasbourg des ordonnances pour les malades. Il y a un adjoint au maire de Strasbourg qui a été un des précurseurs pour les gens obèses en particulier, d'en prescrire des circuits. Donc on distribue un plan plutôt que d'aller à la pharmacie. Aujourd'hui vous faites une demi-heure, vous faites ce parcours, après vous ferez 1 heure avec ce parcours.
en choisissant des parcours qui sont un peu sympathiques. Donc on a fait un peu de la marche à pied, une prescription médicale qui est non remboursée, mais néanmoins très efficace. J'ai visité récemment un quartier nouveau qui a été construit au nord de Munich, Nordteil de Munich, dans laquelle la transversale ici, c'est une transversale piétonne, donc qui relie la station de métro qui se trouve ici au centre commercial qui se trouve de ce côté-là. Et donc au milieu, il y a cette grand espace piéton avec des pocket gardens et toutes sortes de choses qui animent un peu cette idée. Donc c'est intéressant de voir comment on fait, parce que c'est un peu notre dada, comment on passe d'une question de mobilité à une question de forme urbaine, et comment la mobilité peut faire évoluer la forme urbaine, et inversement, comment la forme urbaine, parfois, elle donne d'autres façons de développer les réseaux. Dans cette lignée-là, évidemment, je ne peux pas faire maintenant un séminaire ou un colloque sans qu'on nous bassine avec Times Square. Mais Times Square, c'est intéressant parce que ça fait image à nouveau, c'est Manhattan, mais finalement ils ont réussi à faire ça avec un peu de peinture et quelques pots de fleurs et quelques chaises. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est de voir que le passage d'un monde à l'autre n'est pas forcément un passage de grands travaux, quoi. C'est un passage mental, c'est un passage qu'il faut juste aider par parfois quelques stimuli comme ça qui ne sont pas... Une autre idée à laquelle je suis aussi très attaché, c'est de ne jamais... On fiche trop vite les choses dans notre métier, c'est-à-dire qu'on travaille sur une matière vivante, on travaille sur une matière qui évolue en permanence, et on fait comme si on grave tout ça dans le marbre. Les projets à granit, je pense que c'est quelque chose qui est un des grands défauts finalement de la politique d'espace public qui s'est faite dans les 15-20 dernières années, qui ont vraiment souvent stérilisé les espaces. Et on est plutôt... Alors c'est très difficile d'expliquer ça aux maîtres d'ouvrage, qu'on va d'abord commencer par des barrières, avec un peu de peinture, de la moquette, avec... Oh là là. Et puis progressivement, au fil des... On voit comment ça se vit, comment les choses s'enracinent un peu dans les espaces. Après seulement, on peut durcir. C'est totalement déstabilisant pour les maîtres d'ouvrage, c'est totalement inadéquat avec nos contrats de maîtrise d'œuvre, puisque en gros, nous sommes rémunérés sur le pourcentage des travaux. Donc si vous faites un peu de peinture et un peu de moquette et 3 chaises, 10% des 3 chaises, ça ne fait pas grand-chose. Donc il faut réinventer aussi notre façon de travailler dans ce processus de dire on y va pas à pas. Je n'avais pas su, mais j'en ai rajouté in extremis, donc l'image du concours qu'on rend ce soir. Donc c'est juste à la sortie Times Square, cette idée d'un tramway jardin qui traverse la Manhattan de part en part, jardin qui peut devenir très électrique quand on est sur Times Square, ou très végétal quand on est devant Grand Park, et qui peut devenir très, très structurant sur les deux extrémités, là où aujourd'hui encore les autoroutes s'injectent dans le système tramway de New York. Mais cette question du rapprochement des stratégies urbaines avec la ville dense est un sujet devenu très important aujourd'hui en France, et l'opération 50 000 logements à Bordeaux était une opération totalement expérimentale. Bordeaux est une ville qui a grosso modo, la communauté urbaine, 700 000 habitants. Elle veut l'ambition de devenir millionnaire, c'est affiché comme tel, ils n'ont pas peur de le dire, comme beaucoup disent. Et que dans cette logique-là, ils ont pris le pari de dire on a développé un réseau de tramway qui fait maintenant une 40aine de kilomètres, on va réimplanter, redensifier en termes de logement sur les stations du tram. Et c'est pour ça que je trouve cet exemple très intéressant de voir comment il y a ce système de vases communicants qui fonctionne encore de façon assez balbutiante,
mais qui commence quand même à devenir un thème. La densification, qui est un peu le sujet des sujets aujourd'hui dans la question de la planification urbaine, il faut qu'elle trouve des moteurs. Alors, il y a le rapprochement avec les stratégies de mobilité, il y a aussi le rapprochement avec le projet nature. Et Bordeaux a lancé un peu trop tard le projet 55 000 hectares, qui est un peu le miroir presque du projet 50 000 logements. Mais ils auraient dû inverser. Ils auraient d'abord dû lancer 55 000 hectares, projet nature. En général, personne n'est contre la nature. Et que les 50 000 logements, ensuite, viennent s'installer dans cette idée. Parce que, malgré tout, le mot densité, ça fait très peur partout. Et donc, aujourd'hui, ils sont confrontés, comme d'ailleurs tous les projets de densification, à un problème d'atterrissage avec des résistants du terrain, parce que le terrain n'est pas vide. Il y a déjà des gens qui sont là. Et quand vous êtes installé là, vous n'êtes pas forcément joyeux d'avoir un immeuble qui se monte devant chez vous. Donc, s'il n'y a pas cette double approche, c'est-à-dire vous gagnez d'un côté parce qu'on va vous fabriquer un système nature beaucoup plus expressif, plus puissant qu'aujourd'hui, les projets de redensification auront beaucoup de mal à faire. C'est pas facile à expliquer, mais ça commence à rentrer parce que finalement sur les projets nature, on n'a pas encore réellement de vraies commandes parce que c'est un sujet géographique, c'est un sujet environnemental qui n'a pas de service, à vrai dire, dans les villes qui peuvent en faire un vrai cahier des charges. Il y a un autre sujet qui me tient très à cœur, toujours dans cette idée de refabriquer des villes plus intenses, plus compactes, plus villes. C'est-à-dire que c'est la question de la déréglementation. De la réglementation, parce qu'on est prisonnier aujourd'hui, partout en Europe, par un carcan qui nous empoisonne, il n'y a pas d'autre mot, sur lequel d'ailleurs les relations entre les différents métiers s'éloignent de plus en plus. Et alors, je me souviens, tu as fait la première et deuxième ligne du tramway à Strasbourg, c'était les premières, il n'y avait pas de règlement. Il n'y avait personne qui nous disait « ne vous faites pas ça, vous êtes complètement fous, c'est pas possible, c'est interdit ». Et on a fait les lignes sans règlement. Maintenant, 15 ans se sont passés, l'État a fait ce qu'il sait faire, il a refabriqué des livres entiers, il a fabriqué des métiers pour nous surveiller, ça nous empoisonne la vie, ça nous gâche le métier, mais très sincèrement, il n'y a pas un accident de plus sur les 2 premières lignes qu'on a fait sans tout ça, que sur les situations aujourd'hui dans lesquelles moi, très vite, ça me décourage parce que je me dis, on se bat contre nos propres conneries, quoi. Donc, c'est pas... C'est pour ça que je viens attiré par des pays comme l'Inde où l'idée du règlement est encore assez lointaine. Dans cette logique, donc, on va pousser de plus en plus loin cette manière de penser mobilité et urbanité. Et on travaille actuellement sur un projet d'extension de la communauté de Strasbourg vers l'Allemagne. Le Rhin est à droite, là, sur l'image. Et on a pris une ligne de tram qui devait s'installer sur la route historique, mais une route historique sur laquelle il n'y avait aucune possibilité de construire une stratégie d'urbanisation. On l'a pris, mais ça, on peut le faire après 20 ans de métier dans le domaine, et on l'a tordu pour en faire finalement le déclencheur, le précurseur d'un quartier de 800 000 m² à construire. On appelle ça l'urbanisme du Petit Pousset, chaque station donnant lieu à un quartier, chaque quartier devant être complètement différent du suivant. Là, le quartier 2.0 de Strasbourg, il y avait un grand festival samedi soir, pour ça j'ai encore une main assez éraillée. La Starlet, plutôt mixte bureau, logement, commerce. Ici, la Citadelle, le plus beau terrain de Strasbourg. Là, la façade rhénane qui est le nouveau rendez-vous de la ville avec le Rhin, quand même une des choses qu'il ne faut absolument pas rater. Et puis
de travail qui a déjà été plus ou moins bien fait sur le côté allemand avec la ville de Kehl, qui va devenir une des communes de la communauté urbaine de Strasbourg. C'est très curieux comme projet parce le tramway est en chantier, c'est probablement le tronçon le plus cher de toute l'Europe parce que on a deux gros ouvrages un ici pour passer le bassin du Vauban et un nouveau pont sur le Rhin. Et on a 7 stations qui vont tomber dans le vide. Il n'y a pas un habitant. Mais quand je regarde comment a été fait la Neustadt, qui a été construite à l'époque du Kaiser, ils ont fait exactement pareil. Ils avaient remblayé les rues, ils avaient tiré le tram et ils ont construit la ville avec. Donc, un siècle après, on n'a pas inventé grand-chose. Une image donc d'une de ces stations avec cette idée, pareil, de rechercher l'eau. On vient de vivre un épisode très intéressant à Montpellier cette nuit, ou hier soir, parce que on a fait avec Bernard Reichen un document de planification qui partait de l'idée que à cette échelle-là, finalement, si on veut planifier la substance urbaine aujourd'hui, sur 15 ans, c'est impossible. Les cycles économiques sont tellement rapides que vous avez à peine dessiné un plan qu'il est déjà totalement obsolète. Cette réalité-là rend beaucoup d'urbanistes très malheureux parce que ça pose question qu'est-ce que finalement on est capable encore de dessiner aujourd'hui qui est garant de la cohérence sur une stratégie sur des projets à cette échelle. On avait une fois de plus retourné la chaussette en disant que puisqu'on ne peut plus planifier la substance urbaine, qu'on va de moins en moins planifier les infras parce que l'argent manquant, une grande époque est derrière nous, mais on va planifier la nature. C'est un peu horrible comme mot, mais on a dit que finalement c'est par la nature qu'on va donner la vraie armature de cette agglomération. Et donc les cours d'eau sont devenus, dans ce secteur sud de Montpellier, le véritable thème. Ça a beaucoup de mal à s'imposer comme un projet, parce que pour l'instant, l'eau est toujours traitée comme on traite l'eau, avec des tuyaux, avec des bassins, mais l'idée de dire qu'on pourrait peut-être refaire un nouvel exutoire pour cette rivière aujourd'hui qui est canalisée juste avant de se rejeter dans la mer. Et c'est là où la nature est quand même assez géniale, puisque hier soir, il y avait 1 mètre d'eau sur le site, dans tout son entier. Et que ce matin, j'avais 10 journalistes qui m'ont appelé pour dire mais comment vous allez faire pour... mon thème un peu du moment, c'est vivre avec la menace, quoi. Comment construire avec... on s'écarte un peu de la mobilité, mais tout ça, c'est des sujets qu'on ne peut pas dissocier de mon point de vue. Sont l'hydraulique, le tramway, la forme urbaine, ces sujets-là, il faut les malaxer, les retourner. Et c'est dans ce malaxage qu'émergent d'autres formes urbaines. Donc ça, c'est le premier acte qui a été fait sur cet axe. Parce que le tramway, ça a quand même cet avantage d'ouvrir des brèches, quoi. C'est-à-dire que là aussi, il y avait 5 ou 6 gros ronds-points plantureux. On les a tués, tous les 5 d'un coup, ce qui, après, évidemment, donne on devient blasé, quoi, quand on en fait 5 comme ça. Surtout à Montpellier, ils sont toujours à 3 pistes. Et donc, l'étape suivante, c'est de déconstruire toutes ces voies qui aujourd'hui sont recouvertes. Il y a 1 mètre d'eau sur chaque parking, pour recréer des zones nature qui sont récupérées dans des systèmes, des objets complexes autour des différentes stations. Dans des villes d'échelle plus modeste, on a livré l'année dernière un projet à Belfort sur une ville, alors, il n'y a pas la trace du début de congestion, où évidemment on est en plein dans le fief de Peugeot, donc c'est la schizophrénie totale de dire comment on va... Déjà c'est difficile parce que dans une ville normale de dire on va apprendre aux gens de laisser la voiture au garage, mais alors là en plus ils en vivent, donc mais
malgré tout, on peut trouver, même dans des situations comme ça, une façon de retourner la question en disant que attaquer le sujet par le pouvoir d'achat, en disant, bon, une voiture, c'est Roland 4 000, 5 000 euros par an, à peu près de dépenses. Les foyers, c'est plutôt une ville populaire, sont des foyers qui, s'ils peuvent se décrocher d'une des deux voitures, l'un des deux membres du couple n'est pas motorisé, ça fait un pouvoir d'achat par an de 4 000 euros que le ménage peut regagner. Cette question nécessite donc d'offrir un service qui ne peut pas se limiter, au transport public, parce que c'est un service partiel, quoi, qui permet de couvrir un certain nombre de distances, mais il ne peut pas couvrir tous les usages. Et donc, avec Christian Proust, on a inventé le triple play, c'est de cette idée que avec la même carte, vous avez les trois modes à votre disposition. Un réseau de bus très performant, qui même à Belfort a été cadencé à 6 minutes, des vélos partout et des voitures partout. Donc, les voitures, c'est-à-dire que tous les 300 mètres ou 400 mètres, vous avez des voitures à disposition et ça fonctionne. Alors peut-être qu'en Suisse, ça vous paraît très naturel tout ça, mais c'est pas non plus le car sharing tel qu'on le connaît dans sa forme usuelle, parce que c'est une offre complète dans laquelle la carte, en plus, elle est à post-paiement, c'est-à-dire que vous ne payez pas directement, c'est à la fin du mois que le transporteur calcule le tarif. Vous avez utilisé tant de voyages en bus, vous avez tant de voyages en vélo, vous avez tant de voyages avec la voiture mise à disposition, et il fait la somme et calcule le tarif le plus avantageux pour l'ensemble des parcours que vous avez fait sur un mois. Si vous n'avez rien fait, ça ne coûte rien. Si vous en avez fait un voyage, un ou deux en bus, ça vous coûte le ticket du prix du bus. Mais si vous avez pris l'ensemble des systèmes, il calcule d'emblée ce qui est une façon d'être très agressif, quoi, par rapport à la voiture individuelle, dans un endroit dans lequel il n'y a aucune raison d'abandonner la voiture. Ça roule bien, on peut se garer partout, et on a pris des habitudes de faire, voilà, même 50 mètres, on les fait en voiture pour amener ses gamins à l'école. Donc, ce travail donc, sur une offre complètement adaptée à une situation de concurrence très agressive à la voiture, on l'a aussi marqué dans l'espace public en travaillant, mais pas l'ensemble, contrairement à une ligne classique, on a pris des situations dans lesquelles, vous voyez, la place de la Gare, c'est juste, même un bon ingénieur, je vois, du mal à voir comment ça fonctionne. Mais par touche, par point, on a réintroduit quand même la qualité spatiale, parce que c'est important que l'offre, qui est une offre immatérielle, qu'on voit à travers les véhicules, on pense qu'il faut aussi l'accompagner par une transformation de l'espace public. Donc on a choisi à l'intérieur de la ville des situations, plutôt que de travailler sur un système globalement. Ce qui budgétairement aussi, d'ailleurs, est une stratégie plus adaptée à des petites villes comme ça, qui ne peuvent pas se payer un ruban sur des dizaines de kilomètres. Ça me revient, je reviens à grande échelle du Grand Paris. Je faisais partie de l'équipe Descartes, donc c'était une des 10 équipes dans laquelle j'ai plutôt travaillé sur la question climatique, mais tout ça étant lié, on avait pris sur la question du déplacement l'hypothèse que finalement, aujourd'hui, pratiquement partout, quand on a plein de réseaux qui existent déjà, que ces réseaux, comme en plus on est souvent sur une grande segmentation des maîtrises d'ouvrage, des décideurs, ben chacun développe son propre jouet, quoi. Et que son jouet étant naturellement
déconnectés des autres. Et donc on avait fait ce travail de simplement de chercher les cordons, les petits segments qui manquent dans les réseaux actuels pour essayer avec ce qui existe déjà, de faire les autres. Ce qui est exactement l'inverse de ce qui a été décidé, c'était de rajouter un système de plus à 40 milliards. Ce sera probablement le dernier s'il arrive à être financé, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le premier milliard des 40. Donc, c'est peut-être ils arriveront encore à le faire, mais probablement ce sera le dernier. Mais cette façon de retravailler cette question du maillage, du réseau, ça paraît assez évident quand on le dit comme ça, mais ce n'est pas juste un travail sur le maillage, c'est un travail de maillage qui doit lui-même se recroiser avec la manière dont on habite ces territoires, la manière dont on projette la géographie. Donc c'est des choses qu'on fait un peu à toutes les échelles. Ça c'est une petite gare à Saverne sur laquelle on est sur le train, donc le train à la fois grande vitesse, le train régional, auquel on a greffé les bus, sous la moquette on a mis les voitures, et tout ça en le réunissant dans un espace public. C'est un connecting points, comme on dit dans le monde. C'est vraiment des lieux sur lesquels, à toutes les échelles, on a des projets qui peuvent très rapidement rendre les systèmes de transport beaucoup plus efficaces. Voilà, et puis pour terminer ce balayage un peu de mon travail sur cette question, j'ai deux sujets qui sont des nouveaux entrants dans notre manière de penser la ville. Le premier, c'est pour la première fois, je me suis rendu compte que la question de l'informatique, la manière dont se connectent les gens aujourd'hui entre eux, en ne passant plus par les systèmes de décision verticale, je l'ai compris la première fois quand j'ai vu qu'on pouvait renverser un dictateur avec Facebook. C'est-à-dire là, à Tunisie, j'ai compris que quelque chose avait vraiment changé dans le monde et qu'on ne pourrait plus continuer à travailler dans cette manière de planifier la ville d'une façon verticale. C'est-à-dire que ça part de la décideur et ça arrive vers la population. De plus en plus, notre métier va changer, c'est-à-dire qu'on va partir de la population qui va plus ou moins dire aux décideurs, à eux de trier, ce reste quand même des élus, la manière dont se planifie. Le projet de New York, c'est exactement ça. Ça ne part pas de la mairie. C'est un projet qui a fédéré l'ensemble des réseaux. New York est dans ce trip-là, mais ce trip-là, il est un peu naissant un peu partout. C'est l'ensemble des associations qui se sont associées pour faire un groupe de pression, qui a fait faire des études techniques, qui a fait faire un programme, qui a lancé ce concours d'architecture, qui va le juger elle-même et qui va ensuite voir le maire de New York et dire voilà le projet. C'est très intéressant de voir que notre métier d'un seul coup va passer peut-être du fou du roi dans la relation entre le seigneur et l'architecte. J'ai toujours l'urbanisme, c'est la distraction des princes. On va passer à une autre façon de travailler dans laquelle on sera des facilitateurs de projets qui naissent dans la rue, dans les réseaux, dans toutes ces choses-là qui sont plutôt de ma génération, parce que j'ai du mal à me connecter à tout ça. Mais je vois comment vivent mes enfants. On est en plein dans cette histoire-là, et que je trouve que c'est assez fascinant, parce que eux, ils ont compris que la mobilité, c'est pas acheter une voiture, c'est d'être dans tous les réseaux, au moins au coût le plus intéressant. Et la dernière image, c'est comme tout espace a besoin d'une vitrine. Moi, un des lieux que je préfère aujourd'hui, si vous me demandez où est-ce que je vous emmènerais si on devait aller voir un espace moderne, je vous emmènerais à Tempelhof. C'est un ancien aéroport, plein centre-ville, sur laquelle le Berlin avait commencé par faire un grand concours international, comme ils savent faire en Allemagne, parce que quand l'aéroport a été désaffecté, ils ont une réserve foncière de 600 hectares, c'est plus grand que Central Park. On a fait un projet
faire un nouveau cœur de quartier. Et puis, les gens sont rebuffés, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Et comme la ville est plus ou moins en cessation de paiement, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de développer ce projet. Et le maire dit, écoutez, prenez-le, quoi. Faites ce que vous voulez. Et les gens ont pris au mot. Et allez-y un dimanche, comme ça, en septembre, là, il fait encore un peu beau, il y a 5-10 000 personnes qui ont investi cet espace-là, qui ont fait tout. On peut faire une rare partie, on peut faire du cerf-volant, on peut faire du vélo, ils n'ont touché à rien. C'était resté comme il est, il y a des jardins familiaux, et il est intéressant que la ville a compris que c'était un espace qui n'était pas un espace banal qu'on construisait, et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à revenir en arrière. On peut se poser la question à quoi ça sert un urbaniste dans cette histoire. C'est qu'on voit bien que malgré tout, cette forme de vie génère une certaine forme. Par exemple, les bâtiments de Speer, qui quand même pendant très longtemps était le plus grand bâtiment d'Europe, il a changé de fonction grâce à ça. C'est une première conséquence. Que sur les rives se développent des programmes dont on n'avait jamais pensé dans un grand projet. Que la manière de projeter ensuite la forme urbaine, elle va prendre une dimension complètement différente que celle de dire on vous donne 600 hectares et on va l'urbaniser. Je pense qu'on rentre dans ce monde-là. C'est très excitant pour moi. C'est très comment dire, c'est très déconcertant par certains, parce que ça nous remet en cause, ça, notre façon de travailler, une position même dans l'échiquier du système de décision. Mais ça nous reconnecte peut-être avec les gens, parce que c'est bien ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui quand je vois tous pourris, enfin tous ces slogans aujourd'hui poussés vers les extrêmes, tous ces phénomènes qu'on retrouve à des degrés divers dans tous les pays développés, nous oblige à, quand je dis nous, ça englobe aussi l'ensemble de la sphère décisionnelle, à changer quand même de paramètres. L'informatique que personne n'allait venir, il y a 30 ans, j'ai vu encore des films récemment sur les grandes visions dans les années 60-70, dans les 30 glorieuses. Il y a des Concorde, il y a des TGV, tout ça on l'a fait. Mais la vraie révolution, qui est celle dont il y a Jeremy Rifkin qui a sorti un nouveau livre, parce que c'est quelqu'un qui est, je trouve, a une certaine avance sur cette façon de voir les choses telles qu'elles vont se planifier. Je pense qu'on est à l'aube de quelque chose. On est à l'aube d'un cycle urbanistique nouveau dans lequel cette question de la position des voitures est un sujet dans un système durable qui reste encore dans ses grandes lignes un récit à rendre extrêmement populaire. J'en ai marre de voir que l'écologie est toujours présentée sous l'angle vous êtes des pêcheurs, il faut faire autrement. C'est pas possible de... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas qu'on pourrait comparer le durable à ce qu'ont été les sciences pour les Lumières, mais quelque chose me dit quand même que le 21e sera le siècle du durable, qu'on le veuille. Et qu'il y a urgence absolue à fabriquer un récit dans laquelle la question de la mobilité ne peut pas être mise en cause. C'est un droit fondamental, c'est un droit essentiel, mais il ne se fera plus comme on l'a fait, et c'est pour ça que j'ai appelé cette intervention plus de mobilité, moins d'infrastructure. Merci beaucoup.